On va commencer du coup avec les Kings, alors que je reprends mon brouillon et qu'on passe peut-être sur cette fenêtre-là. Les Sacramento Kings. Euh, alors, je vais reprendre mon brouillon, je vais mettre ça, la magnifique illustration signée Jordan, comme d'habitude. On va commencer par les Kings, donc on va faire un parallèle peut-être avec les équipes précédentes dont on a parlé dans les previews précédentes. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'équipes en reconstruction, beaucoup d'équipes dont l'objectif était de récupérer du talent à la draft et donc qui avaient beaucoup de jeunes joueurs, peuvent pas forcément confirmer. Par rapport à ces franchises-là, c'est vrai que les Kings possèdent peut-être un petit peu plus de talent affirmé, sont peut-être un petit peu meilleurs là-dedans, en tout cas ont pu identifier des talents sûrs. Je pense à Bud Hield, je pense à Harrison Barnes, bien évidemment, qui sont des joueurs maintenant un petit peu confirmés. Et puis, surtout, vous le voyez sur l'illustration, on peut parler, je pense, de D'Aaron Fox en premier lieu. C'est vraiment le meneur de ces Kings-là. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, Jérémy, pour mettre un petit peu l'accent quand même sur le franchise player qui fait de plus en plus de bruit chez Sacramento? Ouais, bien sûr. Du coup, De'Aaron Fox, c'est probablement pour moi un des plus gros talents à la main de la génération des joueurs de 22, 25 ans. Ouais. C'est un joueur qui est déjà supersonique, donc on voyait en lui un peu l'héritier de John Wall, et je trouve que depuis 2 saisons, parce qu'on parle beaucoup des progrès qu'il a fait la saison dernière, notamment parce que je trouve il marquait et il faisait des actions dans les meilleurs moments. Je pense que le De'Aaron Fox de la saison dernière, il n'est pas très loin supérieur à celui d'il y a 2 ans. Par contre, on l'a vu faire des choses dans le quatrième quart-temps qui étaient absolument exceptionnelles, et notamment parce que son jeu est de plus en plus complet. Hormis le shoot, qui est peut-être la seule faiblesse aujourd'hui, c'est pas encore un shooter régulier, et c'est pas un joueur qui a un pull-up, donc qui est dangereux de loin. Par contre, pour tout le reste, euh, dans l'attaque du cercle, dans le fait de trouver le bon coéquipier au bon moment, dans le fait d'être même capable en défense de s'améliorer un petit peu dans les derniers quarts-temps et de faire l'interception qu'il faut. Euh, il permet vraiment à Sacramento d'aller chercher des matchs par cette faculté à prendre les choses en main dans les moments ultimes du match et laisser ses coéquipiers s'exprimer pendant le reste du temps. Et je pense que c'est un vrai progrès, apprendre à se mettre en retrait pour reprendre la lumière au moment où son équipe en a besoin. Ouais, bah c'est Papa Mais Divac effectivement, qui nous dit, ouais, voilà, voilà, comme dit Papa Divac, ouais, ouais. un des meilleurs scoreurs sur les quatrièmes quart-temps. Et alors c'est totalement ça, et donc du coup, enfin, encore une fois, c'est bien de faire ces previews dans l'ensemble parce qu'on peut voir aussi les différents stades d'avancement selon les franchises. Et c'est vrai que pouvoir avoir un franchise player défini comme ça et qui s'inscrit dans cette progression-là et qui a vraiment le potentiel pour être numéro un d'une équipe, c'est extrêmement important d'avoir ça et de pouvoir compter dessus. Les Kings ont déjà ça, on veut y revenir parce que ces progrès sont vraiment importants la saison passée, t'en as un petit peu parlé, et je sais que beaucoup dans la fanbase des Kings lui souhaitent peut-être une sélection au All-Star Game cette année. En tout cas, nous, c'est tout ce qu'on souhaite aux joueurs. Personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le jeu. Donc, c'est tout ce que je peux souhaiter à D'Aaron Fox. On voulait commencer par là. Pour autant, c'est vrai que les Kings sortent d'une saison compliquée, encore une fois, avec un bilan de défaite élevé. Enfin, oui, un bilan de défaite élevé, pardon, et des victoires en berne. On a eu une seconde réussite malgré tout. Dans cette saison, ça a été Tyrese Haliburton qui s'est inscrit comme un rookie très intéressant pour cette franchise. Peut-être que c'est Vincent, toi tu peux nous en parler un petit peu plus. Oui, effectivement, du moins je peux essayer. Donc effectivement, à Liberton, ça a été, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'une véritable surprise, même s'il avait glissé un petit peu à la draft et certains l'attendaient plus haut, mais du coup, il a réalisé une saison rookie de très bonne facture. Donc pour les stats brutes, c'est 13 points, c'est surtout 5,5 passes décisives. Mais sur les 13 points, ce qui est à mettre en exergue, c'est le 41% de réussite à 3 points. Alors, c'est déjà des pourcentages qu'il avait en NCAA, mais on sait que la précision dans le tir de loin n'est pas forcément transposable en NBA ou pas immédiatement.
Donc 41% de loin, le tout en 5 tentatives. Et je regardais un petit peu pour refaire un shout-out aux copains d'envergure il mettait en exergue le fait que l'une de ses principales faiblesses, c'est le fait de ne pas savoir se créer son tir. Là, en l'occurrence, cette année, bon, ça se retrouve effectivement, mais on a quand même 25% des tirs pris à 3 points qu'il a créé tout seul, qui n'ont pas été, qui ne viennent pas d'une passe. Donc, c'est peut-être un axe sur lequel le joueur a déjà travaillé, ce qui peut être que profitable pour la suite. Et puis c'est vrai qu'il y a Euh, aussi son aspect, je pense, lecture de jeu. Il a vraiment pu être ce second playmaker à côté de D'Aaron Fox et il y a un aspect très complémentaire avec D'Aaron Fox. En plus, avec cette ouverture, comme tu le disais très bien, du jeu de loin, grâce à ce shoot à 3 points et sur un volume très correct. Euh, c'est un peu le deuxième joueur qui manquait peut-être aux Kings derrière D'Aaron Fox. N'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à complémenter ce qu'on peut dire aussi. Des fois, on peut manquer des choses ou autres. Aigriton qui nous demande déjà que faire de Buddy Hield et de Barnes, quels assets pourrait-il récupérer. Ça, c'est une question qu'on va peut-être se poser ensuite. Est-ce que tu avais des dernières choses à dire sur Liberton, Vincent? Je t'ai un petit peu coupé. Il n'y a pas de mal. Simplement oui, j'ai aussi remarqué que il avait quand même un ratio de 3,5 entre les passes décisives et les balles perdues. Donc, c'est un joueur très propre. Et en plus ça va avec la vision du jeu, comme tu le dis, on peut peut-être mettre en exergue le fait qu'il ait su être clutch et porter ses responsabilités en fin de match. Notamment, on peut se souvenir d'un match contre les Raptors en janvier, où c'est lui qui plante le dernier clou du cercueil de Toronto pour gagner le match. Voilà, c'était le petit retour qu'on voulait faire par rapport à Tyrese Haliburton parce que c'était quand même important de pouvoir souligner, sa saison et son éclosion pour les Kings qui va être importante. Mine de rien, malgré tout, les Kings, avec cette, on a pu le dire, sont un petit peu plus avancés dans le processus de reconstruction que d'autres franchises grâce à ces deux éléments et l'avènement vraiment du FP de D'Aaron Fox et puis d'autres joueurs, comme on a dit, Buddy Hield, Harrison Barnes, je vois que ça en parle dans le chat, et Papa Divac qui dit on veut le garder. Je pense effectivement que c'est des joueurs, des assets qui peuvent être intéressants à trader, mais aussi des joueurs qui permettent d'être un peu sécurisés sur un niveau plancher. Le problème, c'est que ce niveau plancher, il passe aussi par la défense, et la défense, c'est le gros problème des Kings depuis quelques saisons maintenant. C'est la 12e attaque de la ligue pour la dernière défense de la ligue, tout simplement. Sans amélioration de ce côté-là, il n'y aura tout simplement pas de Kings à un niveau suffisant pour espérer les playoffs, ou même pour avancer, il va forcément falloir une évolution défensive. Alors pourquoi ces problèmes défensifs et comment s'améliorer de ce côté Greg, qui écrivait la preview, nous disait que c'est pas forcément un manque de personnel. C'est vrai qu'en fait, quand on regarde en termes de roadster, et on va y venir, et je vais pouvoir même, je pense, voilà, vous faire la petite transition, excusez-moi. En termes de roadster et de starting five, on peut voir que voilà, Harrison Barnes, D'Aaron Fox, même Richard Holmes sont des joueurs, Haliburton aussi, sont des joueurs capables défensivement, voire potentiellement bons. On sait par contre que l'ajout comme ça de profil défensif ne fait pas tout, c'est pas ça qui fait une défense potentiellement, et c'est là qu'intervient peut-être le coaching. Luke Walton est un échec. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du coaching de Luke Walton? C'est vrai que les Kings sont aussi une franchise qui ont eu beaucoup de coachs, beaucoup d'instabilité au niveau du coaching staff. C'est difficile de faire cette balance entre trouver le bon coaching staff et en même temps, là potentiellement quand ça se passe mal, pouvoir tourner la page ou autre. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette part du coaching dans ces problèmes défensifs là? Écoute, je pense que le problème de base, c'est que ça fait pas longtemps en fait que les Kings n'ont pas gardé un coach aussi longtemps que Luke Walton et que malheureusement ils ont probablement joué la carte de la stabilité avec un des pires profils qu'ils pouvaient avoir.
On n'a pas l'impression que Luke Walton, il a réellement la main sur l'équipe. On n'a pas l'impression qu'il y a une philosophie de jeu, tant offensive que défensive, qui ressort. Alors que par le passé, on sait que, bon, ça commence à dater, mais avec Mike Malone, ça passait plutôt bien. Et avec Dave Joerger, plus récemment, on a vu que ça, en tout cas sur la deuxième saison, il y avait une vraie progression du collectif et on voyait quelque chose qui se lançait. Et je pense que le problème des Kings, au-delà du coaching, c'est que il y a personne au niveau du front office qui arrive à apporter finalement cette stabilité-là. Et c'est vrai que c'est étonnant en fait que Luke Walton survive encore à cette heure, à cette heure. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment, ouais, des consignes défensives qui soient très claires. Ils ont pas un style défensif qui leur est un peu propre, on alterne un peu tout et n'importe quoi j'avais eu une période de l'année où, ils avaient eu une bonne série de victoires et où je m'étais un peu interrogé sur le fait que, ah ça y est, il y avait un début de défense et en fait, on a l'impression que c'est plutôt la volonté des joueurs qui, par période, peut permettre d'avoir un plancher un minimum correct, mais que dès que ça vole en éclats, bah, derrière, il y a pas de consigne, quoi. Alors c'est intéressant ce que nous dit Sacramento FR, pas vraiment une question de staff à mon avis, quand les joueurs veulent pas se donner, c'est problématique. Un mec comme Mitchell pourra donner envie à ses coéquipiers de défendre, et il m'offre une transition parfaite. On a vu quand même on a vu des ajouts. Alors que je vais te remettre ta caméra qui s'est enfuie, je ne sais pas pourquoi, enfin ton cadre de webcam, et que j'enlève le tag de Vincent. Voilà, excusez-moi, un petit truc technique. Non, qui m'offre la transition parfaite, Sacramento FR. On va y venir à Davion Mitchell. Avant ça, il y a eu des ajouts de vétérans. Il y a eu des ajouts, on peut penser à Tristan Thompson, on peut penser à Maurice Harkless. Greg disait, bon, c'est des vétérans, malgré tout, est-ce qu'ils peuvent à eux seuls ramener un plancher défensif ou cette envie? Peut-être pas. Par contre, un rookie comme Davion Mitchell pourra peut-être, puisqu'il est vraiment, c'est son point fort, tout simplement, l'énergie défensive. Et la défense, encore plus, c'est pas juste l'énergie. Des fois, il y en a qui sont forcément axés que énergie et volonté défensive. Lui a des vraies capacités dans ce sens-là. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus, Vincent. Effectivement, juste avant ça, Jérém disait qu'il s'était interrogé sur les capacités défensives de Sacramento la saison dernière parce que Sacramento avait enchaîné quelques victoires. Je tiens quand même à préciser à toute la fanbase que Jérém a joué le rôle de chat noir, puisqu'à compter de la sortie de l'article, Sacramento a perdu 9 matchs d'affilée. Et je suis rapidement allé voir, ils ont toujours pris au moins 119 points dans la musette. Donc, si vous cherchez un responsable, il est tout trouvé, il s'appelle Jérémy. Tout le monde remerciera Jérémy, bravo Jérémy, merci Jérémy. Bah, de rien. En ce qui concerne Davion Mitchell, donc effectivement, c'est un meneur et on va revenir sur son état d'esprit après. État d'esprit d'ailleurs qu'il est plus ou moins obligé d'avoir puisque physiquement il pourrait connaître certaines limitations parce qu'il est quand même très petit. Il fait la taille de quelqu'un de lambda au final avec 1m83, 88 kg, mais il demeure quand même assez large avec 1m95 d'envergure. Ce qui a un petit peu étonné, c'est qu'il a été choisi avec le choix numéro 9, alors qu'il était attendu un petit peu plus bas dans cette draft. Mais il faut savoir que il a profité de la March Madness et du titre de Baylor pour booster sa cote de manière assez inédite, alors qu'avant la March Madness, il n'était même pas considéré comme le meilleur joueur de Baylor. C'était surtout Jared Butler qui était vu dans ce rôle-là. Butler qui a finalement été sélectionné avec le pick 40 et qui jouera à Utah, mais je crois qu'il avait subi des petites difficultés cardiaques. Davion Mitchell, donc c'est un meneur qui se distingue surtout par son côté très agressif, par son côté de chien de garde, véritable chien de garde défensif. Et pour ceux qui ont vu la finale de la March Madness, on se souvient qu'il a énormément emmerdé Jalen Suggs. Et il a un esprit extraordinaire, comme on le voit déjà sur plein de vidéos. Alors, faut toujours se méfier des vidéos de pré-saison, mais ça a l'air d'être un excellent bosseur avec une mentalité de champion, ce qui ne pourra pas faire de mal au roster, comme le disait d'ailleurs Sacramento FR dans le chat. On peut peut-être se poser la question de son plafond, puisqu'il a déjà 23 ans. Il a fait 4 années à la fac, dont une où il l'a pas joué. Il était redshirt.
Mais voilà, et peut-être donc la question de son potentiel maximal et peut-être la question de sa place. Alors a priori, il aura notamment le ballon en main dans la seconde unit derrière Fox et Haliburton. Il faudra simplement qu'il confirme. Ça lui met peut-être une pression sur les épaules. Le fait qu'il soit sélectionné avec ce pic numéro 9, c'est peut-être un petit peu haut et du coup, il va falloir qu'il confirme le bien que le front office pensait de lui. Alors Laurent nous disait qu'il est un peu arrivé de nulle part. Il y avait plutôt des rumeurs autour de Moody, Wagner ou Sengun. Moi j'aurais aimé y revenir. Alors après vous me direz vraiment, là c'est une idée comme ça, j'en suis pas forcément sûr. À 100%, vraiment, j'aurais besoin de votre avis. Fan des Cavs, je regardais le 5 et c'est vrai que avec alors le 5 majeur que Greg a donné, D'Aaron Fox, Tyrese Haliburton en 2, Buddy Hield en 3, Harrison Barnes en 4 et Richaun Holmes en 5. On va y revenir sur Marvin Bagley et potentiellement sa place en 4, qui décalerait Harrison Barnes en 3, qui donnerait Buddy Hield dans la seconde unit avec Davion Mitchell. Ce serait peut-être plus équilibré comme ça. C'était une question par rapport à Davion Mitchell, de me dire, enfin une question plutôt un constat, de me dire c'était quand même un profil, je trouve, qui colle parfaitement au moins à cette volonté de faire des progrès défensivement. Est-ce que vous croyez, vous, chez les fans des Kings, que à lui seul il pourrait apporter ça? Et moi je voudrais parler derrière du rôle de Marvin Bagley là-dedans. Est-ce qu'on y croit encore? Est-ce que j'en parlais par rapport au 5 et des potentiels que ça pourrait donner pour le 5 des Kings, où je trouve qu'il y a un léger manque au poste 4, même si Harrison Barnes peut très bien jouer ce rôle en small ball. Il n'y a plus à prouver ce problème, mais ça pourrait peut-être étoffer un petit peu défensivement cette équipe et permettre de mettre Buddy Hield dans la seconde unit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans le chat bien sûr. Et Marvin Bagley, Jérémy, est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui? Il a été blessé peut-être l'entièreté de sa carrière quasiment. Qu'est-ce que tu penses du joueur et comment les Kings peuvent-ils le voir? Ouais, alors la question compliquée, parce que c'est vrai que c'est dommage. C'est un joueur, euh, contrairement à tous ses collègues de draft dans le top 5, n'arrive pas à confirmer parce qu'il est constamment blessé. Euh, on sent, je trouve, qu'il y a quand même un talent certain offensivement et dans sa capacité à prendre du rebond. D'ailleurs, il me semble que les Kings sont quand même beaucoup plus efficaces quand il joue 4 et qu'il est rebondeur, en tout cas dans cet aspect du jeu-là. Pour le reste, c'est vrai que c'est assez effrayant. D'une part parce que bah, il rencontre pas les promesses qu'il avait durant sa carrière NCAA et puis même en high school où c'était vraiment un très gros prospect très attendu. Euh, mais en plus, j'ai pas l'impression qu'il puisse, en réduisant son rôle offensivement, en essayant de prendre moins de tirs, vraiment à s'adapter. Parce que il a pas de vision de jeu. Parce que défensivement, on réalise pas à quel point il est mauvais parce que l'ensemble des Kings sont mauvais défensivement, mais il est absolument perdu en défense et je sais pas si le fait d'être souvent blessé, ça joue dans le fait de pas avoir réussi à prendre ses repères en NBA, mais je trouve que c'est très marrant le décalage entre un joueur comme Tyrese Haliburton et Marvin Bagley. Marvin Bagley, il démarre sa 4e saison NBA et on a l'impression que le jeu va encore trop vite pour lui, alors qu'à l'inverse, tu un rookie comme Tyrese Haliburton qui n'en était pas un et qui avait une facilité à comprendre le jeu et à s'y adapter qui marquait vraiment le pas entre les 2 joueurs. Je pense que ce qui est triste avec dans leur situation, c'est que Marvin Bagley, c'est peut-être le seul joueur qui peut vraiment faire un énorme progrès la saison prochaine et en même temps, l'imaginer faire une saison complète en bonne santé et vraiment, prendre ses marques, bah, en NBA, ça paraît compliqué à l'heure actuelle. Moi, C'est dur de se projeter là-dedans. T'as avancé un point que je trouve très intéressant, c'est l'aspect défensif où on sait que ça prend du temps pour les rookies toujours de s'adapter au rythme, à la rapidité de la NBA, à ses schémas défensifs. Et étant donné que, tu l'as dit, il a l'air de difficilement s'adapter à ça. Ça devient encore plus compliqué pour lui de potentiellement, je trouve, faire sa place, même s'il revenait et qu'il était enfin épargné par les blessures, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Même dans ce cas-là, étant donné la nécessité pour l'équipe
de s'améliorer défensivement, ce serait compliqué pour lui de faire son trou ou d'obtenir du temps de jeu. Il faudrait vraiment qu'il ait une évolution assez rapide sur ce point-là. Et d'un certain côté, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop espéré parce que c'est vraiment une marche très haute. Alors, c'est vrai que c'est difficile de comparer, comme nous dit Laurent, les intérieurs et les guards en termes de développement. On sait que les intérieurs prennent toujours beaucoup plus de temps, potentiellement, à s'adapter. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez aussi dans le chat par rapport à Davion Mitchell, parce que c'est vraiment ce que j'ai l'impression qui ressort de Davion Mitchell par rapport à la pré-saison, etc. Alors, la pré-saison, hein, on prend avec des pincettes, comme d'habitude, mais malgré tout, c'est vrai que j'ai l'impression cette éthique de travail et cette volonté défensive, ces velléités défensives de la part de Davion Mitchell qui semblent se propager dans tout le groupe et comme vous le disiez si bien au préalable, c'est peut-être une question d'envie avant tout pour ce roster des Kings pour aller chercher un petit peu plus, aller chercher des efforts en défense et se mettre au niveau. On a en gros. Alors, il y a une dernière chose que je voulais donner, c'était les réponses des comptes FR justement dans la preview de Greg, qui parlait d'un dernier élément qui pourrait potentiellement aider les Kings. C'est l'arrivée de Doug Christie dans le staff pour s'occuper des aspects défensifs notamment. Mais globalement, il y a quand même une question qui se pose pour nous tous, et c'est ce dont on parlait juste avant le live, pendant le fameux timer, c'était de se dire, il y a vraiment cet impératif d'évolution en défense. Malgré ça, il y a quand même peu d'évolution dans ce sens, si ce n'est Davion Mitchell et Doug Christie en tant qu'assistant coach. Est-ce que c'est pas un petit peu... est-ce que c'est pas peu, tout simplement, comme nouvelles arrivées et nouveaux ajustements pour espérer un progrès défensif? Alors personnellement, c'est tout ce que j'espère pour les Kings, mais est-ce que Davion Mitchell peut amener ça à lui tout seul? Est-ce que Doug Christie réussira à donner des principes intéressants à ce niveau-là du terrain? Qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être pour terminer, est-ce que vous y croyez ou pas à ce renouveau défensif potentiel des Kings? Alors bon, si Jérôme ne prend pas la parole, je vais y aller. J'ai tendance à être assez pessimiste sur cet aspect. J'ai du mal à voir Sacramento franchir un véritable cap cette année, alors que très franchement, la fanbase le mériterait. Donc j'aimerais bien qu'il puisse retrouver les playoffs, par exemple. Mais j'ai l'impression que le front office souhaite faire beaucoup mieux, mais en se donnant pas spécialement les moyens de faire beaucoup mieux. C'est-à-dire que l'effectif n'a pas énormément changé. Alors il y a cette draft de Davion Mitchell qui manifestement, selon les gens les plus concernés, serait capable d'insuffler une bonne volonté défensive dans le roster. Il y a la draft de Nehemias Queta, dont on va pas parler, mais qui est présenté aussi comme un bon défenseur, mais qui devra avoir un rôle très réduit. Je suis pas certain qu'à l'Ouest, Sacramento soit capable de franchir un véritable pas, que ce soit défensif ou même global pour la saison à venir. Jérôme, Du coup, je vais ouais, rebondir vas-y. parce que je suis pas d'accord avec tout. Déjà sur le point, sur le fait qu'ils veulent pas se donner les moyens, je pense que malheureusement, c'est pas qu'ils veulent pas se donner les moyens, c'est que financièrement, ils étaient bloqués et qu'ils n'ont pas de joueurs dont la valeur leur permette finalement d'acquérir mieux que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Et aussi sur le fait, ce que tu disais Clément, sur le fait qu'il y a que 2 ajustements, à savoir Doug Christie et l'arrivée de Davion Mitchell. Il y a quand même pas mal de joueurs qui, sont, on va dire, connus pour être des défenseurs corrects, avec, Mo Harkless, avec, Terence Davis, avec, Tristan Thompson aussi qui a une arrivée qui est notable. Mais effectivement, la conclusion finale est la même, c'est que j'ai du mal à voir cette équipe faire de vrais progrès, notamment parce que tout dépend du 5 de départ. Enfin, en général, on considère que c'est le 5 de départ qui insuffle le rythme d'une équipe et son identité. Et donc, je pense pas qu'un joueur comme Davion Mitchell, qui est meneur, donc qui a un poste qui impacte moins la défense, va arriver à vraiment transformer cette équipe de ce niveau-là. Donc, à moins que ce soit une question d'énergie collective et d'envie, euh, avec le même roster et les mêmes joueurs dans le 5 de départ, j'ai peur qu'on ait les mêmes conséquences. Après, est-ce que le but pour eux, c'est de devenir une bonne défense? Ou est-ce que c'est, juste de gratter un peu du net rating, en n'étant plus la 30e défense et de loin, mais en étant la 24e ou 23e défense
et auquel cas, peut-être que tu peux aller chercher 4, 5, 6 matchs de plus dans la saison et aller taper le play-in. Donc peut-être que ça se joue là aussi, quoi. C'est vrai que c'est intéressant comme approche, et tu fais très bien de le dire. C'est vrai que l'idée, c'est pas de devenir top 1 défense du pays. Et là-dessus, il y a peut-être de la marge. Et c'est pour ça que, Val, tu disais que ça manque d'un schéma global défensif. Ça viendra pas d'un Mitchell seul. Il doit pas se retrouver à faire le pompier de service et combler les trous de ses coéquipiers. Alors certes, mais étant donné qu'on n'est pas dans l'objectif d'un coup devenir une top defense, il y a cette marge de progression globale de l'équipe qui, simplement dans l'envie, en fait, peut faire mieux que 30e, peut faire mieux que dernière de la ligue. Et de toute façon, c'est ce que nous disaient les fans des Kings là présents dans le chat. Ça fait très plaisir d'ailleurs, merci à vous d'être là. Il y a une question d'envie quand même en premier lieu. Alors certes, après on peut parler des schémas défensifs, mais de toute façon tu pourras parler des schémas défensifs pendant toutes des heures et des heures et tout le temps que tu voudras. S'il n'y a vraiment pas cette envie première, ça n'arrivera jamais très loin. Et c'est vrai, Sacramento Fair dit que cette remarque de l'effectif qui n'a pas beaucoup changé, il y a aussi, c'est une remarque qui est contrainte aussi par d'autres choses, c'est-à-dire que on peut pas la sortir du chapeau comme ça. C'est vrai que, comme tu le disais très bien, Jérémy, les Kings n'avaient pas la liberté de mouvement non plus de faire tout ce qu'ils voulaient. On a beaucoup parlé de Simmons. On va peut-être pas y revenir beaucoup, surtout qu'on est à peu près aux 25-30 minutes de preview sur ces Kings-là, et on va peut-être s'arrêter là. Mais on peut imaginer quand même cette volonté défensive chez les Kings, et on espère que l'énergie viendra peut-être de Devin Mitchell. Maintenant, voilà, l'idée c'est pas de devenir une première défense du pays, comme disait très bien Jérémy. C'est peut-être simplement d'être à un niveau minimum là-dessus, parce que en étant 12e attaque, si d'un coup tu deviens 15e défense, t'as quand même beaucoup plus de chances de te mettre en position pour un play-in par exemple. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour les Kings. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? N'hésitez pas dans le chat aussi à nous le faire savoir. Vincent, Jérémy, quelque chose à ajouter sur les Kings? Juste pour pour revenir sur ce que j'ai dit et pour répondre au compte FR, c'est pas du tout une critique. Et d'ailleurs, je sais pas qui on aurait pu, qui le front office aurait pu ramener comme joueur. Et c'était pas tant ça d'ailleurs. Mon point, c'était que n'a pas suffisamment changé, peu importe la raison, que ce soit la capacité financière, l'envie ou autre, pour se donner les moyens d'atteindre de nouveaux objectifs. Donc ce n'est pas le fait que la free agency était assez pauvre ou que Sacramento n'a pas la capacité financière de changer substantiellement son effectif. C'est que je pense qu'en l'état, le roster n'est pas suffisamment armé dans cette conférence Ouest quand même ultra compétitive pour aller chercher quelque chose de substantiellement mieux que ce qui a été fait les saisons précédentes. Oui, on comprend bien. Alors que ça se chicane dans le chat entre Val et les fans des Kings, on va s'arrêter là. Nous, pour les Kings, il faut qu'on passe à la suite. Merci en tout cas d'avoir été là dans le chat. Ça fait très plaisir d'avoir cet échange. C'est aussi ça qui rend nos previews, je pense, intéressantes et dignes d'intérêt. N'hésitez pas également à commenter sous la vidéo YouTube qui sera à la rediffusion de cette preview. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces Kings, à vous dire si vous croyez ou pas en cette notion d'envie en défense, d'envie défensive suffisante pour potentiellement passer un cap chez ces Kings-là. Nous, on va passer tout de suite à la preview suivante, qui est la preview des Charlotte Hornets.